Et donc, avant de lancer la présentation, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas le titre, je voulais regarder le temps qu'il fait aujourd'hui. La mission que j'ai compris, c'était de vous parler, j'ai compris que c'était un public un peu divers, et donc je vais essayer de vous donner quelques notions de météorologie. Le but étant pas de vous donner des notions de météorologie, le but étant de vous donner un peu une notion de ce qu'il y a dans les modèles qu'on utilise et qui fournissent des informations pour calculer des extrêmes, pour nourrir des modèles d'énergie, etc. Et donc je commence par une image qui, je suppose, est familière à un certain nombre d'entre vous, et on va revenir là-dessus. Donc ça vient du UK Met Office, le service météo anglais, et la variable qui est représentée, c'est la pression au niveau de la mer. Et on voit notamment des L pour l'eau, basse pression, avec des petits traits à triangle qui nous sont passés dessus il n'y a pas longtemps, donc le front est passé. Et sur l'océan Atlantique, vous voyez ces dépressions marquées par une croix, avec une basse pression 997 hectopascales, et les petits traits caractéristiques. Et vous remarquerez, tiens, que les petits traits caractéristiques, surtout sur celui qui est le plus à l'ouest, les petits fronts là, ils passent justement là où les isolignes ont le plus de courbure, là où il y a la plus forte variation en termes de courbure des isobars, de ces isobars. Alors on va commencer en fait par ce point de départ. Pourquoi est-ce qu'on représente ça? Pourquoi est-ce que les météorologues s'intéressent à la pression? Oui. Alors les triangles, ça va être le front froid, quand il y a de l'air froid qui chasse de l'air chaud et qui apporte au-dessus plein de précipitations. Et les ronds, ça va être le contraire, quand c'est de l'air chaud qui avance. Et là où ils se rejoignent, on a une occlusion, et on voit que ça fait souvent ce genre de motif qu'on reverra brièvement dans la présentation. Et donc, comment est-ce que je mets en diaporama Je viens de l'aide là. Donc, je travaille au laboratoire de météorologie dynamique, à l'école polytechnique, et toujours sur cette thématique météo, je vous montre une belle image satellite sur laquelle je reviendrai par la suite. Alors pourquoi est-ce que... C'est quoi ce... Une loupe, c'est pas grave, ok, c'est pas grave. Elle restera là? Non, elle est partie. Ok, donc comme point de départ, qu'est-ce qui nous est familier comme prévision météo? En fait, ce qui nous est le plus familier quand même, ce n'est pas les cartes de pression, c'est ça. Ça, c'est la prévision météo pour aujourd'hui, pour ce midi, de samedi dernier. Et on a vu qu'il ne pleut pas, donc il y a des erreurs. Donc il y aura une question sous-jacente aussi, comment est-ce qu'on quantifie si les prévisions sont bonnes ou pas bonnes? C'est pas grave, on n'a pas prévu de pique-nique aujourd'hui, donc c'est pas grave qu'ils se trompent aujourd'hui. Mais si on va vers quelque chose de plus quantitatif, on va plus regarder, et donc ça c'est le service météo anglais, ce genre de cartes qui montrent des cartes de pression. Et en fait, j'ai beaucoup utilisé des cartes qui viennent non pas du service météo anglais, britannique, mais de l'ECMWF, European Center for Medium Range Weather Forecasting. On a le signe en bas, qui est à Reading, à Bonn, à Bologne, qui est réparti sur plusieurs villes maintenant. Reading au Royaume-Uni. Et ce que nous montre cette carte, cette fois, c'est pour aujourd'hui, et c'est une prévision qui date de samedi dernier. La pression, alors c'est vous pouvez l'interpréter comme les couleurs, c'est le vent à peu près 1,5 km du sol, et vous voyez qu'il y a des vents assez importants, notamment dans la dépression qu'on voit au nord de l'Atlantique, là où les isobars, les lignes noires, c'est les contours de pression. Et là où les isobars sont assez serrés, et tout autour de cette dépression, on a des vents assez importants. Quel rapport entre le vent et la pression? Et puis, là, ils nous montrent l'intensité du vent, mais ils ne nous disent pas dans quelle direction va le vent. Et pourquoi est-ce que la pression joue, pour la météorologie, un rôle aussi central? Alors, j'ai pris du Centre européen d'autres cartes, avec en bas la carte du vent à 100 mètres, et on voit vraiment que la structure du vent est très très fortement liée à la structure de la pression. Une carte d'image satellite des nuages,
Et donc là, je me dénonce. La carte qu'il y avait sur la page de titre, ce n'est pas une vraie carte satellite des nuages, c'est une pseudo-image reconstituée à partir de simulations de ce que devraient voir les satellites. Et ça permet de comparer à ce que voient les satellites. Ça nous dit deux choses. Ça nous dit, d'une part, que les modèles ont une résolution qui leur permet d'avoir, en tout cas sur ces échelles-là, une description des nuages qui est assez réaliste pour qu'à l'œil, on s'y trompe. On pense que c'est des images satellites décrivant bien les nuages. Et d'autre part, si on compare aux autres panneaux, on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de petites échelles, il y a beaucoup plus de détails, et on s'en doute, ça va être un aspect beaucoup plus difficile à prévoir. Et la carte du haut, c'est la température, et le vent à 30 mètres, mais on ne va pas s'y attarder. Alors. Donc, qu'est-ce qui est représenté sur ces cartes? Pourquoi la pression? Et donc, pour l'heure et demie qui vient, je vais structurer mon exposé autour de ces questions. D'abord, une partie en bleu, on va parler un peu de quelques notions de circulation de l'atmosphère pour comprendre notamment le rôle central de la pression. Puis on va se poser la question après, comment est-ce qu'on obtient ces cartes? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un modèle de prévision météo? Et on viendra se poser, ici dans le début d'après-midi, comment est-ce qu'on quantifie la fiabilité de ces prévisions? Et on abordera à la fin de cette première heure et demie une application au secteur de l'énergie en restant pour les temps courts. Et on parlera des temps plus longs cet après-midi. Donc, c'est ce que je viens de dire. On va parler d'abord de circulation. Alors, pourquoi est-ce que je prends le temps de vous parler un peu de circulation de l'atmosphère au lieu d'envoyer directement sur les modèles? Parce que sans doute, pour certains d'entre vous, ce qui importe, c'est juste de savoir ce que donnent les modèles et comment on peut s'y fier. Je pense que ça vaut le coup de comprendre un peu ce qui fait circuler l'atmosphère, un peu comment ça fonctionne et quelles vont être les différentes échelles de différents processus pour comprendre à quelle sortie de modèle on peut faire plus ou moins confiance, dans quelle mesure et sur quels aspects. Et c'est important aussi pour saisir les échelles de temps qui sont en jeu. Et donc, pour commencer, pour se faire une idée de la circulation de l'atmosphère, un petit outil pédagogique qu'on peut utiliser, c'est un site web qui s'appelle earth.nullschool.net et qui nous montre les vents en temps réel. Et on peut voir du coup, par exemple, le cyclone qu'on voyait tout à l'heure sur le nord de l'Atlantique dans la carte de pression du service météo anglais qui est là, le deuxième qui est là. Les fronts, donc les traits avec les petits triangles qui ressortent très nettement avec des cisaillements très importants à l'avant de ces fronts. Et on peut aussi s'intéresser à regarder à d'autres altitudes. Et par exemple, alors je ne vais pas passer toute la Terre en revue, on peut faire le contraste entre, là on est à une vingtaine de kilomètres, la circulation donc, dans la stratosphère au-dessus du pôle Nord et la circulation au-dessus de la stratosphère au pôle Sud, qui est très différente avec un vortex polaire très important. Ça ne va pas nous intéresser énormément pour l'énergie, donc je reviens à ça et je ne sais pas comment on remet en plein écran, Amaury. En fait, si tu m'apprends, si je refais un petit... Contrôle commande F. Contrôle commande F, je vais le faire moi-même. Les deux en même temps. Ah, contrôle commande F, ok. Hop, merci Amaury. Donc, on va se poser une question toute bête. Qu'est-ce que c'est le fluide qu'on veut modéliser? Qu'est-ce que c'est le fluide qu'on veut décrire? Ah, pardon, non, je suis en avance. Donc ça, c'est d'autres exemples issus du même site, et je vous invite à jouer avec si vous voulez vous faire une idée, avec des vents en surface dans lesquels on reconnaît les structures dépressionnaires, les fronts qu'on a vus sur les cartes de pression, avec une variable importante qui est le vent. Enfin, ce n'est pas une variable, c'est un niveau important. 500 hectopascales, c'est à peu près la moitié de la troposphère. La troposphère étant la première couche de l'atmosphère, de 0 à 10 à 15 km, dans laquelle la température décroît avec l'altitude. À 5 km, on est à peu près à la moitié, on est à peu près à 500 hectopascales de pression. Au sol, on est à 1000 hectopascales.
Et ça nous décrit donc grosso modo assez bien ce que font les vents, ce que fait l'essentiel de l'atmosphère dans la partie qui nous concerne le plus, à savoir la troposphère. Vous pouvez voir en passant de la carte à 500 hectopascales à celle à 250 hectopascales qu'il y a une très forte corrélation entre les vents étant plus forts à 250 hectopascales. On a un cisaillement important sur ce jet des moyennes latitudes qui augmente avec l'altitude, mais les structures et les méandres sont semblables. Et je mentionnais l'hémisphère sud, juste pour souligner le contraste entre été et hiver. On est à la fin de l'été, début d'automne ici. Ils sont à la fin de l'hiver, début du printemps, dans l'hémisphère sud. Et donc, ce fluide qu'on veut décrire, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Intuitivement, on peut penser à ça, parce qu'on le voit tous les jours, on pense au ciel. En fait, ce n'est pas le ciel qu'on veut décrire, ce n'est pas les nuages qu'on veut décrire, pas dans l'immédiat. Parce que quand on voit ce genre d'image, on pense à quelque chose de très tridimensionnel, comme notre espace autour de nous. En fait, non, il faut repenser. On veut décrire des mouvements dans l'atmosphère à l'échelle du bassin océanique de l'Atlantique, à l'échelle de l'Europe. Donc, on veut décrire des choses qui sont très, très plates. Là, j'ai pris 2 images anecdotiques. En 2012, on a entendu parler de la stratosphère parce qu'il y a un monsieur qui a voulu sauter en parachute depuis 40 km d'altitude. Et puis, on peut voir aussi sur Internet des photos prises depuis la station spatiale. L'un et l'autre soulignent à quel point, en fait, c'est un fluide avec un rapport d'aspect très fin qu'on veut décrire. Alors, si on se repose quelques questions, le rayon de la Terre, c'est combien ? Voilà, donc ce n'est pas une interrogation, enfin j'ai laissé des blancs, mais je vais vous donner les réponses. Donc le rayon de la Terre étant 6300 km, on a 40 000 km de circonférence à l'équateur, et donc comme je l'ai dit, ça, comme épaisseur de l'atmosphère, on peut prendre différents nombres, on pourrait se dire 100 km, à partir de 100 km, à 100 km, l'atmosphère devient très fine, et au-delà de 100 km, on passe dans l'ionosphère, on n'a plus simplement un gaz mélangé, on commence à avoir du plasma avec des ions qui se promènent aussi. Là, je vais m'en tenir à 10 km, en disant qu'à 10 km, on a déjà 3/4 de la masse de l'atmosphère qui est en dessous de nous. Et si on prend ça comme... si on prend 10 km comme valeur pour la hauteur, avec une taille horizontale de l'ordre de 1000 km, on a un rapport d'aspect de 100. Donc en fait, il faut penser qu'on décrit un fluide comme l'épaisseur de la peau d'une pomme, quelque chose de très fin. Tiens, il y a une réponse que je n'ai pas mise, c'est le poids de l'atmosphère. C'est juste, ça je le fais pour les étudiants, parce qu'en fait on le connaît le poids de l'atmosphère puisqu'on a la pression au niveau de la mer et qu'on a le rayon de la Terre, donc il suffit de calculer la pression fois la surface. Et en fait, ça donne une très bonne estimation du poids de l'atmosphère quand on va chercher des estimations plus raffinées. Donc, si on revient à la base, pour décrire les mouvements de l'atmosphère, on va repartir des équations du fluide, des équations de Navier-Stokes. Alors, je n'ai pas inclus la viscosité parce que ça ne jouera pas de rôle. J'ai inclus quand même un terme de friction parce que ça jouera un rôle qui est une surface et qu'il y a une couche limite turbulente près de la surface et des échanges avec la surface. Bon, en fait, bien sûr, ce n'est pas juste dans cette version-là qu'il faut les prendre parce qu'on est sur une planète qui tourne. Il faudra prendre en compte la rotation de la Terre. Et cette rotation de la Terre, en fait, elle nous complique les équations avec l'inclusion, du coup, dans les équations d'un terme qui s'appelle force de Coriolis, mais une pseudo-accélération. C'est-à-dire que c'est un terme qui vient corriger l'expression de l'accélération du fait qu'on se place dans un référentiel tournant. Et enfin, pour ne pas garder les équations sur la sphère complète, je vais supposer qu'on peut se projeter sur un plan tangent. Et je ne vais retenir de la rotation de la Terre, le vecteur oméga, que la partie qui se projette sur la verticale locale. Parce que comme en fluide et une couche extrêmement mince et a des mouvements quasi horizontaux, les vitesses sont quasi horizontales, et la seule partie de mon vecteur rotation qui compte, ça va être cette projection sur la verticale. Donc j'introduis ce paramètre f qui est la rotation oméga fois le sinus de la latitude, qui sera donc important au pôle, qui sera nul à l'équateur, et qui change de signe
entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et donc maintenant, je peux revenir aux équations du mouvement pour vous convaincre de deux choses. Je veux juste estimer l'ordre de grandeur des différents termes de ces équations pour voir ce qui domine. Et si on regarde l'équation pour la conservation du mouvement, de la quantité de mouvement sur la verticale, on se rend compte assez vite qu'on a un gradient de pression, la partie verticale du gradient de pression à droite, la gravité. De l'autre côté, on a l'accélération. L'accélération va être ridiculement faible par rapport à la gravité. Et donc on a un fluide qui est en mouvement, mais à une très très bonne approximation. Les deux termes qui dominent, c'est juste les deux termes de droite, à savoir la dérivée verticale de la pression et la gravité. On appelle ça l'équilibre hydrostatique. Et on a donc la façon dont la pression varie sur la verticale, qui est entièrement donnée à un instant donné par la distribution de la masse volumique de l'atmosphère. Et si vous regardez ça, en fait, on se rend compte que la pression au niveau du sol, qui va être l'intégrale de dp dz depuis le sol jusqu'au sommet de l'atmosphère, en fait, ça représente la masse de l'atmosphère au-dessus de l'endroit du sol où on est. Donc ça nous dit que la pression au niveau du sol décrit la distribution de la masse de toute l'atmosphère. Et donc nécessairement, ça va être une variable qui ne va pas changer extrêmement vite et qui va avoir des échelles spatiales plutôt grandes. On ne peut pas bouger toute la masse de l'atmosphère très vite. La deuxième chose que je veux regarder, c'est ce qui se passe dans les équations pour la conservation de la quantité de mouvement sur l'horizontale. Là, j'ai pris seulement la composante selon x, et j'ai le terme qui est la force de Coriolis. Alors la force de Coriolis n'est pas très intuitif. La force de Coriolis dévie un objet qui est en mouvement dans l'hémisphère nord vers la droite, dans l'hémisphère sud vers la gauche. Ça n'affecte pas un objet qui n'est pas en mouvement par rapport au référentiel tournant. Pour vous en convaincre de ce qu'est la force de Coriolis, je ne sais pas si ça existe encore, mais au Palais de la Découverte, il y a quelques années, il y avait un manège tournant assez grand, de 10 mètres de diamètre, quelque chose comme ça. Ils invitaient les spectateurs à venir dessus, et vous pouvez, on ne peut pas le faire, mais on peut faire l'expérience en pensée. Imaginez que Quentin et moi, nous sommes sur le manège et qu'on tourne, et que vous êtes à l'extérieur du manège. Et on me donne une balle et on me dit de la lancer à Quentin. Et donc moi, je vais lancer la balle à Quentin, je la lance vers Quentin. Je suis dans le référentiel tournant, je tourne. Vous êtes à l'extérieur, vous voyez bien que nous, on tourne, et vous savez bien que la balle, elle va aller tout droit. Hein, si je lance une balle, elle va tout droit. Mais nous deux, on est en train de tourner, et donc j'ai lancé la balle, et pendant qu'elle avance, la balle, on tourne, donc nous, on voit la balle avoir une trajectoire courbe. On voit la balle avoir une trajectoire où elle est déviée d'un côté. Et bien, comme on est dans un référentiel tournant, on a ce terme bizarre, le moins FV, qui ne fait aucun travail, qui dévie tout objet en mouvement vers la droite dans l'hémisphère nord. Et en fait, quand on va regarder pour nos mouvements quasi horizontaux dans cette atmosphère, sur une planète tournante, l'ordre de grandeur des différents termes, eh bien, on se rend compte que le gradient de pression est d'un certain ordre, que la force de Coriolis a à peu près le même ordre, et que l'accélération, la partie qui décrit comment on va varier dans le temps, est plus petite. Pas super plus petite, mais 10 fois plus petite, ça permet quand même de le négliger en première approximation. Et donc en première approximation, on a une très bonne estimation du vent en disant que juste le vent est tel qui vient équilibrer la force de pression de manière à ce que la force de pression nous pousse des hautes pressions vers les basses pressions. La force de Coriolis me dévie vers la droite, je fais l'équilibre entre les deux, et je me retrouve avec un vent, du coup, qui suit les isobars. Et si on revient... Donc ça, c'est le schéma à retenir. En rouge, vous avez haute pression à droite, basse pression à gauche. Donc la force de pression nous pousse des hautes vers les basses pressions. Le vent qui sera tel que la force de Coriolis vienne équilibrer exactement cette force de pression. Et un vent qui sera perpendiculaire à la force de pression, tel que la force de Coriolis vienne exactement équilibrer cette force de pression. Et donc dans l'hémisphère nord, on laisse les hautes pressions vers la droite
on tourne dans le sens antihoraire autour des basses pressions. L'expression qu'on a pour le vent, ça s'appelle l'équilibre géostrophique. Là, je vous donne les expressions pour le vent géostrophique. Et ce n'est pas pour les équations que je l'introduis, c'est pour dire que visuellement, du coup, quand on regarde une carte de pression, on peut imaginer le vent qui est associé, parce que le vent sera parallèle en première approximation, parallèle aux isobars, plus intense là où les isobars sont resserrés. Il tournera de manière antihoraire autour des basses pressions. Et donc pour ceux à qui ça parle, la pression est une fonction de courant, en première approximation, du vent. Et si on vient à cette carte, ce qui était celle en bas à gauche que je montrais tout à l'heure, qui montre la pression au niveau de la mer et le vent à 100 mètres, et que vous regardez sur l'Atlantique Nord, eh ben, c'est exactement ce que je disais, avec le vent qui tourne de manière antihoraire autour de la basse pression et le vent qui est essentiellement parallèle aux isobars. Et vous remarquerez aussi que les endroits où il y a des basses pressions, donc ça je ne vais pas rentrer dans les détails, les basses pressions, les minima de pression sont souvent plus intenses et plus resserrés, plus localisés que les anticyclones, les hautes pressions qui vont être beaucoup plus larges avec des gradients beaucoup plus faibles. Et il y a des vents beaucoup plus faibles là où il y a des anticyclones. Alors ça sera important parce qu'il peut y avoir des situations en hiver où on a une configuration d'anticyclone au-dessus de l'Europe telle qu'on apporte de l'air froid depuis la haute latitude. Et comme on a un anticyclone qui est assis sur l'Europe, il y a peu de vent. Et donc pour la production, c'est des situations qui peuvent être problématiques. Je disais que donc, quand on revient aux nuages, eh ben, vous reconnaissez maintenant très clairement dans la signature sur les nuages d'une tempête des moyennes latitudes, cette rotation dans le sens antihoraire dans l'hémisphère nord, dans le sens horaire dans l'hémisphère sud, et on va dire juste quelques mots de la signature du lien entre pression et nuages. Alors, deux mots que je voulais introduire, c'était storms pour tempête des moyennes latitudes. Et je reviens à cette image de pseudo-satellite du centre européen, où on reconnaît très, très clairement le mouvement spiralaire autour d'une basse pression. Et ces tempêtes, elles vont avoir tendance à se former aux moyennes latitudes. Alors, le moteur de ces tempêtes, c'est le fait qu'on a des températures plus chaudes au tropique qu'au pôle, parce qu'on est chauffé davantage au tropique qu'au pôle. Ce gradient de température entraîne, justement par la relation hydrostatique que j'ai décrite tout à l'heure, des gradients de pression entre les tropiques et les hautes latitudes. Et ces gradients de pression sont associés à des vents, par l'équilibre géostrophique que je viens de mentionner. On ne peut pas avoir des vents très très forts, des cisaillements très forts qui se développent, ça devient instable. Et la façon dont le fluide résout cette instabilité, c'est le développement de tempêtes qui vont amener de l'air chaud des basses latitudes vers les hautes latitudes, faire des transferts de chaleur qui vont à l'encontre du gradient de température qui a généré ce cisaillement, qui a généré ces tempêtes. Ces tempêtes ont tendance à se former beaucoup aux moyennes latitudes dans l'hémisphère nord, sur le bassin atlantique, au large des côtes américaines, et de la même façon à l'ouest du bassin pacifique. Et ensuite, elles vont avoir des trajectoires un peu préférentielles. Donc le rail des tempêtes. Et le rail des tempêtes en Europe a tendance à amener les tempêtes en général vers le nord de l'Europe, d'où une très forte ressource éolienne au-dessus de la mer du Nord, sur le Royaume-Uni, sur le nord de la France. Mais il arrive aussi que la configuration à grande échelle de l'atmosphère et des pressions dans l'atmosphère va être telle que ce rail des tempêtes va plutôt être dévié vers le sud de l'Europe. Et ça peut avoir, donc c'est la deuxième option, une influence importante sur la ressource et sur les précipitations et sur tout ce qui peut nous arriver comme temps sur l'Europe. Alors, je voulais juste dire un petit mot sur les nuages. À chaque fois, vous avez vu dans les cartes où on avait des images, pseudo-images satellites des nuages et des images de pression, qu'on reconnaissait
très nettement les structures qui apparaissent dans les nuages à partir de la carte de pression. Il y avait beaucoup plus de détails, bien sûr, dans les nuages. Le petit point que je veux faire, c'est que si on pense au-dessus de la couche limite, donc la couche qui est affectée par la friction du sol, on a un vent qui est à peu près en équilibre géostrophique. Là, on a une basse pression, comme ce qu'il y a à gauche. Quand on passe de l'atmosphère libre à la couche limite, ce qui était auparavant en équilibre, à savoir avoir un vent tel que la force de Coriolis équilibre le gradient de pression, le vent va être ralenti. La force de Coriolis va être moindre. Du coup, le vent va se retrouver dévié, et il est dévié par le gradient de pression vers les basses pressions. On a donc tendance à avoir, au niveau des basses pressions, des vents qui convergent suivant ce qui nous est intuitif, le fait que les hautes pressions poussent le vent vers les basses pressions, parce que le vent est ralenti par la friction du sol. Et inversement au niveau des anticyclones. Mais s'il y a convergence vers les basses pressions, par conservation de la masse, il doit bien y avoir de l'air qui s'élève. Et si on a de l'air qui s'élève, on a de l'air qui a été chargé d'humidité, qui s'élève dans l'atmosphère où la pression est plus basse, qui se refroidit, des nuages qui se forment, et ça va favoriser les nuages. Ça ne va pas se faire de manière uniforme, parce qu'il y a plein de dynamiques à plus petite échelle, il y a les fronts, des choses comme ça, et la façon dont les nuages se forment va faire beaucoup intervenir à la petite échelle. Mais par contre, on aura dans les régions d'anticyclones, au contraire, une tendance à la subsidence, parce que les vents près du sol, qui sont faibles, mais qui sont quand même là, ont au contraire, poussés par les hautes pressions, tendance à diverger. Et si on a subsidence, on amène de l'air vers des plus hautes pressions. Et la loi de Clausius-Clapeyron, qui nous dit quelle quantité de vapeur d'eau de l'air peut contenir, implique que cet air qui subside va rester très sec et clair et il ne va pas y avoir de nuages qui se forment dedans. Et du coup, ce rapport entre les régions de basse pression qui favorisent la présence de nuages et des régions comme là sur toute la droite de l'image où on a des hautes pressions et qui sont clear sky, cloud free, ça a du sens. Et il y aurait beaucoup à dire sur tous les facteurs à petite échelle, dynamiques et liés à la surface, qui vont déterminer les échelles sur lesquelles se forment les nuages. Mais ça, on ne va pas avoir le temps d'y rentrer. Ah oui, tiens, je voulais poser une question au début. J'ai montré ces deux figures. Est-ce que c'est le même jour ? Donc il y en a un, c'est Météo France, l'autre, c'est le UK Met Office. Est-ce que c'est pour le même jour ? Non. Non. Le Météo France prévoit de la pluie et on a un gros anticyclone sur la France. Bon, en fait, il y a la date, c'est le 28 mars 2019. Ah oui, c'était marqué Not the Same Day. Ah oui, je ne pensais pas l'avoir marqué, je pensais que j'avais fait 2 slides et que j'avais fait une animation. Bon, désolé. Voilà. Alors, petit résumé sur la circulation atmosphérique, c'était peut-être un peu rapide. Je voulais retenir des mouvements quasi horizontaux, quelques notions sur les couches de l'atmosphère entre la troposphère, donc jusqu'à 10-15 km, et on a ensuite une couche où la température réaugmente avec l'altitude. Alors ça peut ne pas paraître intuitif, parce que l'essentiel du chauffage vient au niveau du sol, là où le soleil chauffe la surface. En fait, il y a aussi une partie du réchauffement de l'atmosphère qui est par l'absorption de la partie ultraviolette du spectre du soleil par l'ozone qui est présent en stratosphère. Vous me direz, mais dans le spectre du soleil, il n'y a pas beaucoup d'UV. Ben oui. Et puis dans l'atmosphère, il n'y a pas beaucoup d'ozone. Ben non, mais il absorbe bien l'UV. Mais ce n'est pas grave, parce que dans la stratosphère, il n'y a pas beaucoup d'atmosphère non plus. À partir de 20 km, on n'a plus que 3% de la masse de l'atmosphère. Et donc, cette absorption de l'UV suffit pour avoir la température qui augmente avec l'altitude. Du coup, cette partie de l'atmosphère, de 10-15 km à 50 km, est très stratifiée, d'où le nom stratosphère. Très stratifiée parce qu'on a de l'air chaud au-dessus d'air sec, au-dessus d'air froid. Donc ça va être très difficile de mélanger sur la verticale. On va avoir beaucoup d'inhibition à tout mélange, tout retournement dans cette couche-là. Beaucoup plus que dans la troposphère qui se retourne par contre en quelques jours typiquement. Et donc l'air qui rentre en stratosphère peut y rester plusieurs années.
et l'échelle de temps des mouvements dans la stratosphère est beaucoup plus longue. J'y reviendrai cet après-midi. Alors, on a parlé d'équilibre hydrostatique, géostrophique. On n'a pas beaucoup parlé du fait que les mouvements sont chaotiques. On y reviendra plus tard. Et on a mentionné un petit peu le fait qu'il y a plein de processus à petite échelle, les nuages, la turbulence, la friction au niveau du sol dans la couche limite, qui ne sont pas résolus. Mais il faut un tout petit peu que je me soucie de l'heure, parce que je ne sais pas si je vais déborder. Merci. Et donc on passe... Ah oui, il y a l'heure là. Merci. On revient à ces figures. Et maintenant, déjà, on peut comprendre un certain nombre les motifs et le choix des variables. Mais se pose la question, comment est-ce qu'elles ont été obtenues? Donc je passe à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'un modèle de prévision numérique du temps? Alors, comme on s'y attend, c'est un modèle qui est basé avant tout sur les équations de la physique pour décrire les mouvements d'un fluide, pour décrire l'interaction du rayonnement avec la matière, l'absorption de rayonnement solaire par différentes couches de l'atmosphère, par le sol, etc. Mais il va y avoir un certain nombre de difficultés et on peut réfléchir là à ce qui va poser problème, ce qui va introduire des erreurs, des incertitudes. Alors il y a une première chose qui est qu'on ne peut pas décrire un milieu continu, on est obligé de discrétiser, on aura toujours une résolution limitée, donc il y aura des erreurs dues à la discrétisation et un champ important de travail depuis des décennies, c'est les schémas numériques, les grilles qui ont beaucoup évolué au cours de la dernière décennie parce qu'on est passé à des résolutions telles que les grilles latitude-longitude ne devenaient plus gérables parce qu'il y a trop de points au niveau du pôle. Bon, ça va être une source d'erreur et de décalage entre l'atmosphère réelle et l'atmosphère simulée. Deuxième source de problème, plus grave peut-être, c'est les processus qui ne sont pas résolus. Je mentionnais les nuages. Les nuages, ça va faire intervenir de la dynamique à grande échelle, qui va par exemple favoriser la convergence des vents dans une certaine région. Ça va faire intervenir de la turbulence dans la couche limite et des échanges de chaleur et d'humidité avec la surface. Ça va faire intervenir le contenu en aérosol et en particules dans l'air, sur lesquels la vapeur d'eau peut condenser pour former des gouttelettes, et la distribution de gouttelettes qui est ensuite déterminée si on précipite ou pas. Donc ça fait intervenir des processus qui vont de quelques microns à des centaines, milliers de kilomètres, et donc on ne sait pas résoudre tout ça à la fois. Il y aura toujours une partie des processus qui seront non résolus, qu'on doit représenter par des modèles ad hoc qu'on appelle des paramétrisations. Alors j'insiste beaucoup sur les nuages et sur la turbulence, il y en a d'autres, on verra un petit peu plus loin. Il y a un problème important qui est, vous imaginez bien que si on a un modèle de l'atmosphère, on le fait tourner et ça nous dit le temps qu'il fera demain, après-demain. Mais on le fait tourner à partir de quoi? Comment est-ce qu'on l'initialise? Et donc ça, en fait, c'est un problème dont je vais parler un peu plus que les autres, parce qu'il est important pour vous, je pense, parce qu'il se relie à la question de la simulation de données. Bon, et puis, on va être limité par le fait que les équations du mouvement fluide sont chaotiques, et donc, même si on a un très bon modèle, une petite incertitude sur les conditions initiales, et il y en a nécessairement toujours, peut faire que notre modèle, la trajectoire de notre atmosphère, va au bout d'un certain temps fini diverger, et que ça n'aura plus de sens d'essayer de prédire à quelque chose comme 10-15 jours la localisation précise de front ou de système dépressionnaire. Dans la suite, je vais revenir particulièrement sur ce vocabulaire, assimilation de données, analyse-réanalyse. Et donc on va parler un peu de ça, on parlera d'ensemble cet après-midi. Graphiquement, si on veut représenter de quoi il s'agit, on est obligé de discrétiser. Ça a été fait pendant de nombreuses années beaucoup sur des grilles latitude-longitude. On passe maintenant à des grilles plus compliquées,
Il y a différentes solutions qui ont été adoptées pour avoir des grilles dont les mailles sont plus homogènes sur l'ensemble de la sphère. Et les paramètres, les processus qui ne sont pas résolus, qui sont représentés par des paramétrisations, sont représentés en bas avec les nuages, les précipitations, tous les échanges, les flux, que ce soit de quantité de mouvement, d'humidité, de chaleur, avec les différentes surfaces, l'interaction entre le rayonnement et la matière. Là, il en manque en fait. Et donc, si on prend cette figure qui vient d'un article de Bauer et al. De 2015, dont je reparlerai plusieurs fois, on a à nouveau les nuages, on a les flèches vertes et jaunes pour l'interaction rayonnement-matière, la turbulence et les échanges, on a aussi des ondes de gravité, et on a aussi la chimie. Bon. Donc tous ces processus doivent être représentés par des modèles un peu ad hoc et vont introduire nécessairement du coup de l'incertitude parce qu'on ne sait pas dériver des modèles qui seraient rigoureux à partir des équations fondamentales pour ces processus. Savoir comment on peut le faire, c'est une autre question. Alors revenons un instant sur ces notions, assimilation de données, analyse, réanalyse. À un moment, j'ai montré une figure comme ça, enfin j'en ai montré plusieurs. Hein. Donc quand on voit un forecast, une prévision, là c'est une prévision à 3 jours pour le 28 mars 2019, comment est-ce qu'elle a été obtenue? On a fait tourner un modèle. Je viens de vous parler du fait qu'on avait des modèles qui permettaient de décrire l'évolution de l'atmosphère. Oui, mais on l'a fait tourner à partir de quoi? Donc ça, c'est pour regarder de plus près le forecast. Ouais, en fait, je fais une petite parenthèse. Vous pouvez aussi vous poser, il y a une question sous-jacente qui est importante, c'est est-ce qu'il est bon le forecast? Dans quelle mesure est-ce que les forecasts sont efficaces? Et ben, je fais une petite parenthèse, vous allez comprendre juste après pourquoi je fais cette parenthèse. Là, on a le forecast. 3 jours plus tard, ça s'est produit, on l'a observé, et donc on peut comparer. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, vraiment. Si on regarde les deux, il faut essayer de ne pas être distrait par les traits qui représentent les fronts. Si vous regardez plutôt les isobars, vous voyez que ça ne change pas beaucoup entre le forecast 3 jours avant et ce qui s'est réalisé. Il y a des détails sur, par exemple, la dépression qui est à l'est du Groenland. Elle est dans ce qui s'est passé vraiment. Elle est plus profonde et plus resserrée que dans le forecast. Mais dans l'ensemble, pour la situation à grande échelle en termes de pression, c'est tout de même très bien. Mais donc, si on sait observer et déterminer ce qui s'est passé à un instant donné, c'est tout simple. Comme condition initiale pour notre modèle, on prend ce que je viens de vous montrer là, ce qui s'est vraiment passé. Et donc, on en revient quand même à la question, comment est-ce qu'on le détermine, ce qui s'est vraiment passé? Et là, il y a un petit problème d'œuf et de la poule. En fait, si on voulait estimer cette condition initiale là, en verte, juste à partir des observations, il faut se rendre compte qu'on n'a pas assez d'observations. Tout à l'heure, si je revenais sur les tailles de la Terre, la circonférence à l'équateur, 40 000 km. En l'occurrence, à l'équateur, on a très très peu de stations de mesure. Il y a toutes ces régions océaniques où on n'a même pas de stations de mesure. Alors vous me direz, oui, mais on a les images satellites. D'accord, les images satellites, ça nous renseigne sur un certain nombre de choses, mais quand vous voyez des images satellites, ça nous donne une information qui est souvent une information intégrée sur la verticale, ou au moins avec une signature sur la verticale qui est assez large. Ça ne nous renseigne que sur certaines variables. Et pour initialiser le modèle, il va nous falloir, sur des choses actuellement, les résolutions peuvent être de 10 km ou plus fins, et une centaine de niveaux sur la verticale, les vents, l'humidité, le contenu peut-être en aérosol, des contenus la pression, bien sûr, la température. Enfin, ça fait énormément de variables. On n'a pas tout ça dans les observations, même avec les images satellites. Les satellites ont, par exemple, beaucoup de mal à observer les vents. Bon. Mais, attendez, je viens de vous montrer que le forecast, il n'était pas si mal. Et on a le forecast qu'on vient de lancer juste avant.
Donc en fait, pour initialiser le modèle, on peut utiliser une prévision très récente, qui doit être bonne, puisqu'on a vu que le modèle était assez bon, et que si on a réussi à initialiser le coup d'avant, eh ben, notre prévision à 12 heures, quand même, elle doit être très bonne. Et on utilise des observations qui nous disent ce qui se passe vraiment dans l'intervalle de 12 heures qu'on regarde, pour certaines variables et en certains lieux. Et ce que Corentin décrivait, on va essayer de compléter les deux, de fusionner ces informations de la manière la plus cohérente possible, en utilisant autant d'informations que possible des observations, et en tenant compte du fait que les observations aussi, il y a des erreurs d'observation. Hein. Ce n'est pas parce que l'image satellite nous donne une certaine valeur, elle a aussi une barre d'erreur. Et donc dans le processus d'assimilation de données, cette fusion d'informations venant du prévision précédente et des observations, ça va avoir un poids très important, l'erreur qu'on attribue aux observations. Oui. C'est toujours la réponse, parce que comment on Pardon? a le previous forecast? À nouveau, à l'aide d'observation et de previous forecast? Eh ben, oui, à un moment. En fait, si vous imaginez un tel processus, le début va être assez mauvais, mais le fluide qu'on décrit est en mouvement. Et on a quand même, à partir des observations, on va avoir quand même pas mal d'informations, notamment sur le champ de pression. Donc on va quand même contraindre la grande échelle assez vite et assez bien. Parce que les satellites, vous pouvez concevoir qu'en observant comment le rayonnement, différents rayonnements, traversent l'atmosphère, ils peuvent estimer la distribution de température. La distribution de température par l'équilibre isostatique, ça vous donne la pression. Et du coup, la pression à grande échelle, on peut la contraindre quand même assez bien. Mais c'est une bonne question. Et donc, ça m'amène à cette définition. L'analyse, c'est ce qu'on utilise comme condition initiale. L'analyse, c'est la meilleure estimation de l'état de l'atmosphère étant donné des observations. Et puis, étant donné un modèle sous-jacent et une méthodologie pour la simulation de données. Et donc, si par exemple, je veux me poser des questions comme... voilà, le message à retenir, l'analyse, c'est la meilleure estimation de l'état de l'atmosphère qu'on a étant donné les observations. Et si, comme Corentin, je me dis, je veux étudier un truc, des statistiques sur... là, par exemple, je veux étudier la variabilité du vent ou chercher des extrêmes dans ce qui s'est passé pendant les 3 dernières décennies. Alors là, j'ai mis en Asie, mais ça peut être n'importe où. Hein. Voilà. Si je veux étudier quelque chose, la variabilité du climat ou de la météo, sur un temps un peu long, ben, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser les analyses, puisque les analyses, c'est la meilleure estimation de l'état de l'atmosphère à partir de l'observation. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Alors, on va voter. Ceux qui pensent que c'est une bonne idée, vous ne levez pas les mains. Ceux qui pensent que c'est une bonne idée, vous levez une main. Non, pardon. Non, c'est l'inverse que je voulais faire. Ceux qui pensent que c'est une bonne idée, vous ne levez pas les mains. Ceux qui pensent que c'est une mauvaise idée, vous levez une main. C'est une mauvaise idée, vous avez raison, parce que les analyses, ça va être un jeu de données très inhomogène. Sur 3 décennies, le modèle, il n'a pas arrêté de changer. Les gens ont changé les paramétrisations, ils ont changé la résolution, ils ont changé le corps dynamique à un moment. Ça fait des données qu'on ne peut pas du tout comparer les analyses d'il y a 30 ans et les analyses de maintenant. Du coup, les centres opérationnels, régulièrement, se disent allez, stop, on gèle le modèle, on gèle la méthodologie d'assimilation de données, et on revient en arrière avec les observations. Les observations, elles n'ont pas bougé. Hein. On les a gardées, et on refait des forecasts sur 30 ans, sur 40 ans, et à chaque fois, on garde l'analyse, on refait le forecast, etc., on avance. Et on repasse, on fait des reforecasts, et on repasse les 40 dernières années, ou je ne sais combien de décennies, en revue, avec le même modèle et la même méthodologie d'assimilation de données. Les deux sont importants. Et du coup, alors, on a un jeu de données homogène dans la durée, et qui nous décrit la meilleure estimation de l'état de l'atmosphère sur les 4 décennies ou N décennies en question, avec un modèle donné et une méthodologie d'assimilation de données. Ouais, voilà.
Donc réanalyse, c'était voilà, comme vous en l'utilisez et que c'était pour que chacun ait les idées claires là-dessus. Du coup, parfois, il y a un peu une petite confusion. Les gens disent j'utilise les réanalyses, je prends ça comme observation, comme référence. C'est un peu vrai, parce qu'on a mis beaucoup d'observations dedans, mais c'est aussi un petit peu du modèle. Et puis, il va y avoir différents jeux de réanalyse. Et puis, régulièrement, elles sont refaites. Donc, il y a R intérim qui date maintenant un peu, mais on voit encore des choses dans R intérim. Depuis 2016, il y a RA5, c'est celles qui sont produites par le European Center for Medium Range Weather Forecasting. MERA2, qui est américaine, JRA, JC pour Japon. Voilà. Mais alors, c'est fantastique, les réanalyses, parce que ça vous donne l'état de l'atmosphère sur une grille, quelque chose de continu, d'homogène sur plusieurs décennies. C'est un terrain de jeu, après, qui est extraordinaire pour étudier, mais bon, il faut savoir un petit peu d'où ça vient. Et du coup, oui, une dernière petite chose, dans ces réanalyses, donc c'est quand même un modèle qu'on a guidé, contraint avec des observations. Et vous avez vu, quand on a regardé la pression, le forecast pour la pression, il était bon, hein, c'était à 3 jours, c'est un exemple, hein, mais la pression, une fois encore, c'est un champ de grande échelle. Et donc, ça fait sens qu'on réussisse à le prévoir, à le contraindre assez bien. Quand on a regardé les nuages, on regardera un peu plus les nuages tout cet après-midi, comme il y a beaucoup plus de petites échelles, ben, l'information qu'il y a dans les réanalyses sur les nuages va être pertinente, il va y avoir de l'information, ça ne va pas être le même degré de fiabilité que l'information que vous pouvez avoir sur la pression. Donc, à l'intérieur d'une réanalyse, il faut avoir ça à l'esprit, que différentes variables n'auront pas la même réalisme, en quelque sorte. Oui ? Très bonne question. Alors, je répète la question. Les réanalyses, c'est à quelle fréquence ? Alors, à quelle fréquence est-ce que les centres les font ? Ils les font tous les 10 ans, parce que c'est un gros boulot, et ils n'en font pas plus souvent que ça. Hein. Mais par contre, la question importante, c'est à quelle fréquence est-ce que les champs sont sortis ? RA intérim et les précédentes de ce genre, c'était typiquement toutes les 6 heures. RA5, ça a été un gros pas en avant. Ils ont sorti des champs toutes les heures. Donc on a maintenant quelque chose qui est beaucoup plus résolu en temps. Se lancer dans un exercice de réanalyse, c'est un travail énorme en termes de computing power, et puis après aussi en termes de données qu'on stocke, parce que ça génère, à mesure que les modèles augmentent en résolution, ça génère, et qu'on augmente la fréquence de sortie, ça génère des masses de données gigantesques. J'en viens à ma troisième partie. On va parler un petit peu d'applications à l'énergie, et on va se concentrer sur les échelles de temps courtes. Alors, comme motivation, j'ai tiré cette figure d'un article de revue sur la prévision pour l'énergie, et ils ont eux-mêmes tiré cette figure d'un site en ligne allemand qui montre donc l'évolution des prix et de la production d'électricité pour l'Allemagne pour le mois de juillet 2019. Donc l'axe horizontal, c'est le mois de juin en fait, 2019. L'axe horizontal montre le temps. Les lignes rouges et bleues montrent le prix de l'électricité dans le marché day-ahead et en intraday. Donc assez souvent ça se suit assez bien, mais pas tout le temps. Les couleurs montrent les principales sources de production, mais elles n'y sont pas toutes. Et la courbe grise montre la charge totale, donc il n'y a pas tout le détail, il y a une partie en blanc qui est restée indéterminée. Et les points qui soulignent sont des événements comme début juin, vers le 8 juin, quand il y a en vert beaucoup de production éolienne, à tel point que les prix deviennent négatifs pendant quelques heures. Et le 25 juin, où au contraire la production éolienne est particulièrement plutôt faible, et au moment où la production solaire vient à sa fin pour la journée, on a un pic soudain des prix. Et avoir la possibilité de prévoir le plus possible les évolutions de la production, de la demande
Et donc, de la composante qui vient de la météo pour ça, anticiper ce genre d'événements, c'est quelque chose d'important. Alors, j'ai parlé beaucoup jusqu'à présent. Ouais, je vais revenir à ça. Quand je me suis présenté, en fait, j'aurais pu dire un petit peu plus d'où je parle, parce que je suis très biaisé. Hein. Donc moi, je travaille sur la circulation de l'atmosphère, les mouvements, je m'intéresse aux modèles. Et donc je vous ai parlé de la circulation plutôt à grande échelle et des mouvements plutôt à grande échelle. Mais si, avec le même titre, Forecasting for Energy, j'aurais pu vous parler de choses beaucoup plus petite échelle, si je m'étais focalisé sur des échelles de temps plus courtes. Et d'ailleurs, Sylvain pourra vous parler d'échelles de temps plus courtes demain, je crois. À des échelles de temps courtes, en fait, et je veux dire de quelques minutes à quelques heures, les sorties de modèles de prévision météo ne vont pas être très utiles, parce qu'il y a un décalage entre la variable telle qu'elle est décrite, simulée sur une grille qui, même quand on a des modèles avec une grille de quelques kilomètres, ça va être la description du vent dans ces modèles va être très différente d'une mesure locale qui va être affectée par les particularités du terrain, par la turbulence, qui va avoir d'autres variabilités à plus fine échelle, spatiale et temporelle. Du coup, aux échéances très courtes, c'est beaucoup plus des variables, des mesures locales ou des informations sur ce qui va venir dans les minutes ou heures qui viennent, qui importent. Alors, à des échelles courtes, pour le solaire, on va avoir de l'information simplement en regardant le ciel et savoir, à partir de caméra, anticiper le mouvement des nuages qui pourrait provoquer une chute rapide et importante de la production solaire. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et ça vous renseigne. Donc là, c'est une journée entière à partir d'images d'une caméra fisheye du CIRTA à Palaiseau. Sur l'éolien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à partir de mesures sur les éoliennes elles-mêmes du vent, avec des modèles statistiques pour anticiper la suite de la série temporelle de vent à partir des dernières mesures. Il y a une évolution technique en cours qui est d'inclure des lidars sur les turbines elles-mêmes. Donc, sur le schéma de turbine éolienne qu'on a là, à l'arrière de la nacelle, vous avez un anémomètre, et ça, il y en a toujours eu, qui donne une mesure du vent au niveau de l'éolienne. Mais sur certaines éoliennes maintenant, sont inclus ou développés des lidars. LIDAR, c'est Light Detection and Ranging. Le principe est le même que les radars, c'est-à-dire c'est de la télédétection active. Les radars, pensez aux radars pour détecter la vitesse des automobiles. On envoie un signal des ondes électromagnétiques, radio. Elles sont réfléchies par la voiture. On analyse dans le signal qui est réfléchi et qui nous revient une certaine propriété, en l'occurrence le décalage Doppler, le décalage de la fréquence du fait que c'était réfléchi par un objet en mouvement. Et ça nous donne une information sur l'objet qui a réfléchi. Là, la vitesse. D'accord ? On peut faire des radars pour détecter plein d'autres choses. On peut faire des lidars pour détecter plein d'autres choses. Ça va dépendre de la cible, de ce qui réfléchit le signal. Et ça va dépendre de la propriété du signal réfléchi qu'on analyse. Il est possible de détecter des lidars pour le vent, donc qui envoie LIS pour light, donc ça envoie un pulse laser. En fonction du temps auquel on a du signal qui revient, on sait à quelle distance ont été les réflecteurs. Les réflecteurs dans la couche limite, ça va être toutes les particules, les aérosols qui sont soulevés par la turbulence. Et alors techniquement, je trouve ça assez extraordinaire qu'on réussisse à détecter le petit décalage Doppler dans la fréquence du signal qui revient. Mais du fait qu'on utilise un laser, la fréquence du signal qu'on envoie est très très précisément contrôlée. Et donc on peut reconstituer à quelques centaines de mètres en amont ce qui arrive comme perturbation de vent et ajuster éventuellement le comportement des pales
et de l'éolienne à ce qui vient. Mais ça, à vrai dire, ça concerne surtout les éoliennes et les turbiniers eux-mêmes. Parce que télédétection active, c'est par opposition, si on pense aux satellites qui juste regardent la Terre, c'est la télédétection active. On regarde, on obtient une information sur le système qui nous intéresse, mais on n'envoie pas de signal. Donc c'est la différence de télédétection active, télédétection passive. Et dans la télédétection passive, il y a aussi plein d'instruments, des satellites qui peuvent regarder au limbe, à savoir qui regardent la Terre de profil, qui regardent par exemple comment une étoile se couche à travers l'atmosphère, et en détectant la variation de ce qui arrive dans le spectre de la lumière de l'étoile, à mesure qu'elle se couche à travers l'atmosphère, on peut faire un profil de certaines propriétés de l'atmosphère, là où les rayons ont traversé. Donc ça aussi, c'est la détection passive, mais différente de juste les images satellites que j'évoquais. Oui, Philippe? J'ai deux questions. À propos des LIDAR, d'une part, est-ce que tu sais à peu près quelle proportion des éoliennes en service en eau? Non. Deuxième question sur les LIDAR et les anémomètres. Est-ce que ces données-là sont, dans certains cas, mises à la disposition de la communauté scientifique? Pas beaucoup. Alors, donc les questions étaient, quelle est la proportion d'éoliennes qui ont des lidars installés? Je ne sais pas. À ma connaissance, c'est plutôt encore en développement. Et deuxièmement, est-ce que souvent les données, les mesures de vent faites sur les éoliennes sont mises à disposition de la communauté? Et au contraire, à ma connaissance, c'est plutôt difficile d'avoir ces informations. Mais il y a des jeux de données pour la communauté qui sont mis à disposition pour qu'il puisse y avoir des exercices communs recherche. Mais une partie des recherches que je vais montrer après, je vais donner un exemple de choses qu'on a faites au LMD avec Philippe Drowinski. Et ça impliquait justement un partenariat avec une entreprise qui était prête à nous donner ces données. Non, c'est pas fréquent. C'est important comme ça a trop de valeur comme données. Alors, je fais une petite remarque. Oui, avec le titre Forecasting for Energy, en partant sur des échéances courtes, j'aurais pu parler beaucoup moins de modèles physiques et beaucoup plus de modèles statistiques. Dans la littérature sur les prévisions pour l'énergie, on trouve énormément d'études appliquant des méthodes statistiques pour des différents systèmes locaux. Et donc là, j'ai l'impression, je ne connais pas bien cette littérature, j'ai l'impression que c'est toujours intéressant à faire comme exercice, mais souvent c'est un peu spécifique à tel cas. Du coup, c'est difficile à comparer, difficile à utiliser. Et ce tableau, c'est pour illustrer la variété de méthodes qui peuvent être utilisées. Ça vient d'un article de revue sur la prévision pour l'énergie. Et on a vraiment une grande diversité de choses, mais surtout donc pour les échéances courtes. Dans la littérature sur l'énergie, ils distinguent ce dont je vous ai parlé, c'est ce qu'ils appellent physical models, donc basés sur ce que j'appellerais plutôt NWP, Numerical Weather Prediction Models. Dès qu'on passe à quelques heures, on va avoir d'autres sources d'informations. Pour le vent, ça va être principalement les modèles. Pour le solaire, je ne sais pas si Sylvain en parlera, mais en tout cas pour le solaire, on peut avoir de l'information à partir d'images satellites. Et non seulement les images satellites nous renseignent à un instant donné sur ce qu'il y a comme nuages qui vont faire de l'ombre et faire baisser la production, mais en suivant les mouvements de ces nuages, on peut anticiper où ils vont aller et du coup avoir une prévision sur des échéances quelques heures. Oui. Parce que les sorties des modèles sont stockées toutes les heures, mais les incréments de temps, c'est plus court. C'est l'ordre de la minute. Pour faire tourner le modèle, Oui, les pas de temps dans les modèles sont beaucoup plus courts et ça va dépendre beaucoup des schémas numériques choisis. Et on ne pourrait pas se servir de ça, du fait que l'incrément de temps, bien qu'il ne soit pas stocké. Non, parce que ce n'est pas une question de résolution temporelle, là, qui compte. C'est une question de la résolution plus spatiale, du réalisme de ce qu'il peut y avoir comme détails. Et quand on prend les réanalyses avec une sortie horaire
et qu'on regarde en fait la partie du signal dans laquelle on va avoir confiance, l'organisation à grande échelle avec la pression, la distribution des vents, éventuellement des motifs plus fins comme les fronts, ce en quoi on a confiance, ça va quand même rester à une certaine échelle. Et ce n'est pas une résolution temporelle qui nous limite. Il y aura dans la comparaison entre les sorties de modèles et des mesures locales toujours aussi un problème de représentativité. Et donc ce n'est pas juste cette résolution temporelle qui nous limite. Bon, on va le voir un petit peu après en fait dans un exemple. Bon, et puis il y a des échéances plus longues, day ahead to a few days. La source d'information, c'est les modèles de prévision météo. Et donc là, ça ressemble à une image satellite, mais je vous rappelle, c'est une pseudo-image satellite, hein, c'est une sortie de modèle. C'est toujours la... OK. Alors, quelques mots... Oui. J'ai sur mon téléphone portable pour faire la météo qui me fait. Si je regarde Météo France, j'ai la vraie NWT. Oui. Ouais. Et si je regarde le temps qu'il va faire dans ma ville en quelques heures, j'ai les tests statistiques. Ah oui. Oui. Tout à fait. Maintenant, le Météo France ou d'autres... Oui, pardon. Donc la question était, disons qu'on veut regarder la prévision météo en utilisant une application, disons Météo France sur son téléphone portable, il peut donner l'information pour le jour suivant, et dans le jour suivant, l'information viendra de l'intégration de modèles NWP, ce que j'ai décrit dans la partie rouge juste avant. Mais il y a aussi un service qui est proposé, qui est la pluie dans l'heure, par exemple. Et pour la pluie dans l'heure, ça ne va pas être ça la source d'information, ça va plutôt être les images radar qui nous décrivent les nuages et les endroits qui précipitent. Et en extrapolant, on les voit bien évoluer, il y a souvent des animations, on les voit évoluer, et ne serait-ce que visuellement, on comprend bien comment on extrapole leur mouvement, leur évolution, et qu'on peut se dire qu'on a une information pour l'heure qui vient. Exactement. Et donc les sources d'information, même quand on va sur Météo France, ça inclut ce genre de méthode. Oui, très bonne remarque. Merci. Alors, si on veut parler un peu d'énergie, et passer par exemple du vent à une puissance produite, la façon la plus logique de faire va être de prendre ce qui sera prédit comme vent dans notre modèle préféré de prévision du temps et de faire passer ça dans la courbe de puissance pour une éolienne. Donc les courbes de puissance pour une éolienne, ça ressemble typiquement à ça. En abscisse, on a le vent. En ordonnée, on a une puissance. C'est une figure qui date un peu parce que l'unité est le kilowatt, donc c'est plutôt le mégawatt maintenant. Les éoliennes terrestres, c'est 3-5 mégawatts. Les éoliennes offshore, c'est plutôt 8 jusqu'à 15 mégawatts. Et quand il y a trop peu de vent, donc typiquement moins de 3-4 mètres par seconde, les éoliennes ne tournent juste pas, il n'y a pas de productible. Quand le vent augmente, on a toute une partie de la courbe de puissance où la puissance augmente significativement. Il faut penser que la puissance présente dans le vent dépend de la vitesse du vent au cube, puisque c'est une énergie cinétique U carré fois U pour avoir un flux, donc c'est du U cube, donc ça augmente assez vite, et cette courbe suit autant qu'on peut cette augmentation, et donc elle augmente aussi assez vite, jusqu'à un niveau qui est la puissance nominale de l'éolienne. Et à partir de cette puissance nominale, qu'on atteint pour la vitesse nominale de l'éolienne, typiquement une dizaine de mètres par seconde, l'éolienne produit toujours la même chose, il y a un plateau. Et puis après, quand on arrive à des vents vraiment très forts, typiquement 25 mètres par seconde, ce qui importe plus, ces vents-là sont très rares, donc peu importe si on ne produit pas lorsqu'il y a ces vents-là, ce qui importe le plus, c'est de mettre l'éolienne en sécurité, de la protéger, et on a donc ces courbes de puissance qui s'arrêtent un peu brutalement. Alors, quand je montre ça aux étudiants, surtout dans un cours sur l'éolien où on explique comment on a réfléchi à optimiser l'extraction de la puissance du vent et comment on essaie de comprendre l'aérodynamique des éoliennes, ils me demandent mais pourquoi est-ce qu'il y a toute cette partie de la distribution des vents, donc typiquement un peu plus d'une dizaine à 25 mètres par seconde, pour lequel on produit un plateau, toujours la même chose, alors que l'énergie dans le vent,
enfin, la puissance du vent étant U cube, il y aurait beaucoup plus à extraire. Et je vois deux principales raisons à ça. Il y en a une qui est un des problèmes de l'énergie éolienne, c'est précisément cette variabilité du vent. Et si on a tout un intervalle de valeur de vent pour lequel on peut juste garantir ce qu'on va produire et qu'on efface la variabilité du vent pour cette gamme de valeurs, ben c'est déjà très positif. Mais il y a aussi une raison structurelle qui est que les éoliennes, quand même, elles ralentissent le vent. La force pour ralentir le vent, elle varie essentiellement en U carré. Quand on arrive à des vents qui sont importants, ça fait en fait des charges, des forces sur des moments, sur les pales, sur le mât, qui sont très importants. Et en diminuant le coefficient de puissance des éoliennes pour qu'elles n'extraient qu'une plus petite fraction quand les vents deviennent importants, on préserve et on favorise la longévité des turbines. Donc il y a de bonnes raisons pour avoir ce plateau. Voilà, je ne sais pas si vous vous posiez la question, mais c'est des éléments de réponse. Alors, les manufacturiers d'éoliennes nous fournissent des courbes de puissance, et donc il suffit de prendre le vent et de le faire passer là-dedans. Donc, je voulais juste faire quelques petites remarques, qui est qu'en fait, en pratique, il y a toujours un peu une différence entre le vent qui sera la puissance produite pour un vent mesuré et la courbe de puissance qui est fournie. Ça nous donnera une part d'erreur. Et puis, en pratique, vraiment, si on veut vraiment faire ces exercices de prévoir l'énergie produite par différents champs d'éoliennes à un instant donné, il y a d'autres choses à prendre en compte. Il peut y avoir des éoliennes qui ne sont pas disponibles et qui ne produisent pas parce qu'il y a de la maintenance. Il va y avoir entre la production attendue étant donné un vent et la production réelle une différence à cause des sillages. Donc surtout quand on a des fermes éoliennes en mer avec tout un rectangle d'éoliennes qui sont certes espacées, typiquement de 5 à 7, 10 diamètres d'éoliennes de l'une à l'autre, mais on est encore affecté par le sillage des premières quand on arrive au deuxième. La production s'en trouve baissée. Et puis, il y a une dernière chose qui est curtailment. Il peut y avoir des moments où on ne produit pas autant qu'une éolienne ne produit pas autant qu'elle pourrait. Ça peut être pour différentes raisons. Le réseau peut demander, s'il y a trop d'énergie sur le réseau, à ce qu'on limite la production. Et en France, il y a aussi des régulations. La nuit, il ne faut pas que les éoliennes fassent plus de bruit que ça. Et donc, il faut prévoir qu'elles ne pourront pas fonctionner à pleine puissance parce qu'il y a des régulations qui les contraignent. Alors, c'était une petite parenthèse sur le passage prévision météo, prévision de puissance. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus et je vais revenir sur un exemple et je vais conclure là-dessus pour les prévisions à échéance un peu courte en prenant un travail d'Aurore Dupré, c'était sa thèse avec Philippe Drobinski et Jordi Badosa, qui a regardé donc sur plusieurs parcs éoliens en France, avec une compagnie qui s'appelle Zephyr, qui nous a aimablement laissé accès à ces données, si on pouvait faire mieux, pour des échéances de quelques heures, que la persistance ou que des modèles statistiques. Alors la persistance, c'est juste dire, étant donné le vent qu'on a mesuré à T0, dans les heures qui viennent, je m'attends à ce que ça reste à peu près le même. C'est vraiment par défaut. On peut faire des modèles statistiques, ARMA, ANN, à partir des séries temporelles anciennes pour apprendre comment, étant donné une valeur du vent, ça risque de varier. Et si on regarde d'abord la figure de droite, donc Aurore a comparé. Alors l'axe horizontal montre l'échéance en minutes, donc on va jusqu'à 3 heures. Et on se compare à la persistance, à savoir si on a juste la mesure instantanée du vent et qu'on suppose que le vent va rester égal à ça pour les 3 heures qui viennent.
Le point que je soulignais, c'est que si on prend directement les prévisions de l'ECMWF pour cet endroit-là, pour le vent à 100 mètres, comme le graphe montre l'amélioration par rapport à la persistance, cette énorme barre négative pour les premières 10, 20, 30 minutes nous dit que ce n'est pas bon du tout de prendre le vent de la prévision de l'ECMWF. Et ça, c'est cette erreur de ce décalage dont je parlais tout à l'heure. Quand on compare une valeur simulée à une mesure locale, il y aura toujours des différences de représentativité. Par contre, quand on avance dans le temps, même sur une échéance un peu courte, comme 3 heures, le modèle, en fait, il nous dit quand même qu'il va y avoir une évolution vers plus de vent, moins de vent, parce qu'il y a un front qui vient, il y a une structure de grande échelle qui a un déplacement tel. La structure de grande ou moyenne échelle est décrite de manière réaliste. Son advection, son déplacement est décrit de manière réaliste, et donc ça nous donne une tendance qui est pertinente. Et du coup, donc vous voyez les barres noires, le CMWF, à partir de 1h30, on améliore par rapport à la persistance, heureusement. Mais ce qu'a fait Aurore, c'est développer 2 modèles basés juste sur des régressions linéaires, où elle utilise à la fois l'information de la prévision au CMWF et l'observation locale. Alors en fait, elle a fait 2 choses, pardon. Le bleu, elle utilise juste davantage d'informations du centre européen. Au lieu de prendre juste la prévision du vent à 100 mètres, elle utilise d'autres variables et elle a utilisé les observations passées pour apprendre par régression linéaire ce qu'elle pouvait glaner d'informations pertinentes des autres variables. Donc c'est une prévision un peu mieux informée. Et le LR-OPS en vert, c'est quand elle fait ça, plus elle ajoute comme source d'information l'observation locale à T0. Et tout ce que ça nous dit, c'est juste, oui, la prévision météo apporte une information, parce que vous voyez l'amélioration, les valeurs positives quand on arrive au-delà d'1h30. Ce qu'il faut, en fait, c'est mélanger, avoir une transition aussi informée que possible de les instants courts, quelques dizaines de minutes où on utilise l'information, la mesure locale, et les instants un peu plus longs, à partir de quelques heures, où on utilise la prévision météo. Alors c'était un petit peu dire que la prévision météo apporte de l'information dès quelques heures, c'était un petit peu nouveau. On a une illustration d'un cas à gauche. Donc là, vous avez l'axe des temps. L'observation, donc la vitesse du vent était de un peu moins de 3 mètres au temps 0. Les mesures sont la ligne noire avec les triangles. Et le centre européen, c'est la ligne noire avec les croix. Donc vous voyez qu'à l'instant initial, le centre européen est dans les choux. Mais par contre, la tendance que montre le centre européen est plutôt pertinente. Et ça fait qu'on a une prévision, donc les régions colorées, qui est assez bonne sur quelques heures. On a revisité ce jeu de données avec des collègues mathématiciens de Télécom Paris et du CEMAP dans un article de Bush et al. Ça montre 5 fermes éoliennes avec un score, donc RMSE, plus les valeurs sont faibles, mieux c'est. Le centre européen est représenté en vert et il n'y a pas de variation dans le temps. Et par contre, la persistance est en orange. Et on voit qu'en combinant les deux, donc l'idée à nouveau de combiner les deux. Ce qui a fait Dimitri Bush d'intéressant, c'était par contre d'extraire, dans ses approches statistiques qu'il a utilisées, de quelle variable de la prévision météo s'est-il servi? Où est-ce qu'il y avait l'information? Et donc ces graphes montrent pour les 5 différentes fermes éoliennes les variables qu'il a utilisées avec, en bleu, la vitesse du vent, la mesure, l'observation locale. Et vous voyez qu'à l'instant initial, c'est ça qui apporte de l'information et que ça décroît très vite. En orange, la vitesse du vent prévue par le centre européen à 100 mètres. Et vous voyez que dès le début, c'est assez informatif, mais c'est ça qui augmente et qui est toujours le plus informatif. Et alors ce qui m'a un peu surpris, un peu déçu, c'est que les autres variables informatives, c'est d'autres variables sur le vent à 10 mètres, le cisaillement de vent dans les basses couches. Et on avait essayé de donner aux méthodes statistiques des informations sur la couche limite, qui sont les BL, c'est pour Boundary Layer Height,
et boundary layer dissipation. Et on voit que ces variables-là apportent peut-être un petit peu d'informations sur une des fermes, mais quasiment pas. Alors qu'on pourrait penser que tout de même le modèle a de l'information sur la stratification, la turbulence, l'état de la couche limite, et que ça va affecter. Eh bien non. En tout cas, on ne l'a pas trouvé. Dernière petite remarque, et je vais conclure. Le nombre de publications sur des questions de prévision pour l'énergie a augmenté très fortement. Il y a énormément de choses qui se font, et donc toujours de cet article de Hong et al., il y a des recommandations pour faire autant que possible de la recherche qui soit reproductible, donc sur des jeux de données qu'on peut partager, pour qu'on n'ait pas une multiplication de cas particuliers difficiles à comparer. Et là, je fais mon mea culpa, parce que cette étude-là, ben non, à vrai dire, on a rendu les jeux de données disponibles, mais on n'a pas utilisé des jeux de données existants. Et donc, pour conclure brièvement cette séance du matin, à des échéances de temps courtes, donc ce matin, on parlait surtout d'échéances de temps courtes, des heures, de quelques jours, le mieux est de combiner et d'avoir l'enjeu d'avoir autant que possible une transition lisse de l'information locale que peut nous apporter des mesures locales vers ce que nous apportent les modèles numériques de prévision du temps. Et j'ai essayé de vous donner quelques notions sur ce qu'étaient ces modèles de prévision du temps. Et donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a à manger pour le déjeuner? Non, pardon. Après déjeuner, quand on se retrouve, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le temps en avant en termes de prévision? Merci pour votre attention.